D'abord, le Premier ministre est démissionnaire, certes, mais aucun décret n'est sorti pour dire qu'il avait démissionné. Donc, de fait, et là, c'est quand même une démonstration supplémentaire de l'incompétence, de l'amateurisme de cette équipe en place. Le Premier ministre actuel, heureusement, n'a pas démissionné. C'est-à-dire qu'il est en capacité, et aujourd'hui, il est le seul, de fait, d'être en capacité d'exercer le pouvoir sur l'administration française, puisque l'ensemble de son gouvernement, et là nous avons une concomitance du temps malheureusement qui fait que nous avons en effet le gouvernement de François Bayrou qui a démissionné, qui a été remplacé par un nouveau gouvernement. Mais ce nouveau gouvernement, s'il a été nommé par décret, rien n'est sorti au JO pour donner aux ministres, au journal officiel, pardon, pour donner aux ministres à la fois leurs attributions et les délégations de pouvoir sur l'administration. Donc aujourd'hui, les ministres démissionnaires, de fait, n'ont aucune capacité de gérer une administration quelconque, puisque aucun texte n'est sorti pour le faire. Donc nous sommes dans un vide sidéral qui est certes nouveau et je crois qu'il faut revenir. Alors j'ai regardé un petit peu l'histoire. Il faut remonter à un siècle pour voir en 1924, en effet, un président qui a démissionné suite à ce qui s'est passé, c'est-à-dire la nomination d'un Premier ministre qui a été rejeté par le Parlement. Il y a eu un tel bazar que le Parlement a été en capacité de faire pression sur le président et celui-ci a démissionné. Et là, nous sommes en 2025, donc plus d'un siècle plus tard, mais avec aujourd'hui une équipe quand même qui prend des décisions, mais ça va tellement vite que les textes de base qui doivent nommer les personnes et qui doivent leur donner, comme je dis, des attributions, des délégations de pouvoir, n'ont pas le temps de sortir. Donc, heureusement, alors, sur ce délai. Nous avons un Premier ministre démissionnaire qui est la seule personne compétente en France aujourd'hui, il faut le savoir, qui a la possibilité de gérer l'administration et les affaires courantes, et à qui on donne 48 heures supplémentaires, parce que de toute façon, le décret disant qu'il avait démissionné n'est pas sorti. Donc en fait, il n'a pas démissionné. Il est démissionnaire, mais il n'a pas démissionné. Donc il a ce pouvoir-là. Et comme il est le seul à pouvoir exercer quelque pouvoir quelconque, qu'il le fasse et qu'il trouve enfin la possibilité, en effet, de voir si il est en capacité, mais je crois qu'il aura beaucoup de mal, parce que là, l'histoire de M. Le Maire, c'est pas lui. C'est le président, encore, on revient toujours à la même personne, qui a décidé de ramener M. Le Maire à cette fonction-là pour les raisons dont on peut débattre plus tard. Et donc, aujourd'hui, nous avons en effet une seule personne qui est en capacité peut-être de trouver une solution et d'apporter un peu de stabilité dans le chaos qui règne aujourd'hui en France. D'abord, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'un nouveau Premier ministre ne pourrait pas survivre. Je crois qu'il pourra survivre pour les 18 mois qu'il reste de ce mandat s'il est en capacité de rassembler très largement. Et en effet, si certains partis décident, comme c'est le cas aujourd'hui, d'agiter la censure avant même que le gouvernement ne soit formé, ils peuvent être aussi minoritaires. Là où je vous rejoins, c'est aujourd'hui, je pense qu'il est absolument essentiel que les Français s'expriment, mais que cela ne passe pas par la colère exprimée dans la rue, telle que l'on a pu le voir avec les Gilets jaunes, par exemple, mais qu'elle passe par les urnes et qu'elle passe, en effet, s'il devait y avoir une dissolution demain, que les Français choisissent, en effet, une majorité, quelle qu'elle soit, et qu'on puisse avoir enfin un petit peu de stabilité pour les derniers mois qu'il reste au mandat d'Emmanuel Macron. Si Olivier Faure était appelé à Matignon, je crois que, d'abord, le Parti socialiste, je crois, est le seul parti qui, aujourd'hui, a fait des propositions très concrètes en matière économique. Et aujourd'hui, c'est quand même le sujet principal que nous avons d'inquiétude, notamment pour les parlementaires, à savoir que... Alors, je précise que le Parti socialiste avait effectivement présenté un budget à l'issue de son congrès. Voilà, oui, absolument. Très mal chiffré, très mal ficelé. Écoutez, en tout cas, très cohérent avec la situation actuelle du pays. C'est le seul parti qui aujourd'hui est en capacité de démontrer qu'on peut en effet avoir des recettes et ne pas simplement faire entrer le pays dans une crise d'austérité majeure en
faisant 44 milliards d'économies comme cela a été proposé par M. Bayrou. Et donc pour l'instant, c'est le seul parti qui a démontré cela. Mais bon, donc je crois que, simplement pour répondre à votre question, il faut en effet un gouvernement qui soit un gouvernement de compromis, un gouvernement qui soit suffisamment large pour en effet qu'on arrive à trouver sur le plan budgétaire et économique, parce que c'est quand même le sujet principal aujourd'hui, avec une dette absolument catastrophique, un déficit qui l'est tout autant, et qui fait que ceux qui seront au pouvoir auront des marges de manœuvre extrêmement restreintes. Il faut le savoir, parce que regardons ce qui se passe à l'étranger. Bon, je passe ma vie à regarder un petit peu ce que les autres font, en tirer les leçons. Le Parti travailliste en Angleterre est arrivé au pouvoir en levant des espoirs phénoménaux après une politique assez désastreuse des conservateurs. Les caisses étaient parfaitement vides. Eh bien, aujourd'hui, un an plus tard, tout juste un an plus tard, eh bien, ce parti voit dans les sondages sa cote de popularité baisser drastiquement parce qu'ils ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les politiques avec lesquels les gens attendaient d'eux. Et donc, je pense que là, ceux qui vont arriver au pouvoir vont héritent d'une situation très compliquée, avec un budget, et monsieur le député le sait autant que nous, au Sénat, où nous avons des marges de manœuvre très limitées, où nous allons avoir à jongler entre l'austérité et ne pas faire trop de mal sur le plan social et sociétal à nos concitoyens, mais il va falloir gérer cela. Et donc ceux qui seront au pouvoir, je crois, vont avoir beaucoup de mal pour essayer de rééquilibrer les choses. Eh bien écoutez, les réponses doivent être absolument multiples, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les partis que vous nommez sont des partis populistes, c'est-à-dire qui expriment la colère du peuple, très bien. Ils le font excessivement bien, notamment sur les réseaux sociaux. Mais d'exprimer la colère ne donne pas forcément les solutions. Ils ont des solutions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Oui, mais qui, pour certains, n'ont jamais été testées. Se dire de se refermer, de fermer les frontières, de se refermer sur soi-même à un moment où on voit que le monde va vraiment très très mal. Il se passe des choses qui sont très compliquées en France, mais il suffit de regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières pour se dire que le monde va mal et est plutôt chaotique de façon générale. Et donc, le repli sur soi 1939, c'était chacun est chez soi. On pousse à fond le nationalisme, et comme on ne se connaît plus, comme on ne s'aime plus et qu'on apprend à détester les autres, eh bien, on se bat, et je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un équilibre entre tout cela et se dire que, sincèrement, le protectionnisme américain est en train de montrer ses limites dans ce que Donald Trump est en train de mettre en place. Et je crois qu'il faut vraiment tirer les leçons de ce qui se passe en dehors de nos frontières également. Le Front populaire qui a été mis en place avait un objectif très clair, qui a plus ou moins quand même fonctionné bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration totalement différente. D'abord, il y a eu des élections européennes qui ont montré que, finalement, la suprématie de LFI sur la gauche n'était plus celle qu'il y a eu quelques années. Comme on le disait tout à l'heure, les choses bougent très, très vite. Donc aujourd'hui, se rendre à une réunion où on est convoqué n'est pas dans l'esprit du Parti socialiste de rentrer à nouveau sous la domination d'un autre parti et de se dire que, on va discuter autrement, on va s'organiser autrement. Et je crois que le Parti socialiste a montré jusqu'à présent son besoin de responsabilité, de stabilité, d'essayer de chercher, enfin avec M. Bayrou, il n'y a pas eu de censure parce que il y a eu des propositions qui ont été posées sur la table, notamment pour la reprise des négociations sur les retraites, pour tout un tas de sujets qui ont fait que le Premier ministre d'alors y avait répondu et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas trouver de solution, en tout cas de forcer le Premier ministre à en donner. Bon, ça n'a pas été le cas. Sauf que Bayrou cherchait à gagner du temps, on l'a bien compris par la suite. On l'a compris par la suite, mais sur le moment, on pouvait quand même, un nouveau Premier ministre arrive, vous lui posez un certain nombre de questions, il dit qu'il va y répondre, et bon, il met en place les assises, ou je ne sais plus, le conclave, qui est utilisé. Voilà. Bon, il fallait lui donner au bénéfice du doute, c'était de dire qu'il allait en sortir quelque chose, puisque, pour une fois, les corps intermédiaires, qui, quand même, depuis 8 ans, sont complètement mis de côté, sont
méprisés, d'un seul coup, étaient ramenés autour de la table pour discuter. Donc, je veux dire, on ne va pas se passer dès que les syndicats puissent enfin donner leur avis et après de voir si on peut en effet trouver des solutions. Donc oui, le Parti socialiste a toujours été dans cette logique d'essayer de chercher des solutions pour le pays et non pas simplement de dicter ou d'avoir... Mais là, donc, aucune alliance possible avec la France insoumise? Eh bien, dans l'état aujourd'hui des lieux, je crois que ce n'est pas envisagé, ce n'est pas envisageable, parce que la situation est totalement différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Les objectifs ont évolué. Même en cas de dissolution et de nouvelles élections, c'est-à-dire que le Parti socialiste irait sans la France insoumise au combat. Il peut y aller aussi au cas par cas. Hein. Je veux dire, ça dépend des individus localement, des rapports de force qu'il peut y avoir, et ainsi de suite. D'autant qu'il y a des municipales dans quelques mois, a priori. Oui, là aussi, on va avoir quand même un souci, parce que le 10 octobre est quand même une date butoir pour le budget. Pour le budget, oui. Donc, on n'y sera pas. Donc ça veut dire que nous n'allons pas voter le budget avant la fin de l'année. On va avoir une loi de finances spéciale qui va faire que peut-être au mieux on le votera en début d'année prochaine avec des élections municipales. Je ne sais pas comment tout ça va coïncider, mais je ne sais pas si les élections municipales peuvent se passer à temps. D'ailleurs, il y a des élections sénatoriales dans la foulée à l'automne suivant. Donc aujourd'hui... vous voyez, on est en train de regarder un petit peu la façon dont mais il y a des choses beaucoup plus graves, parce que le rappel des textes qui sortent au journal officiel, je veux dire, c'est absolument essentiel. Là aussi, c'est essentiel de voter un budget pour la France. Et je peux vous dire que, étant rapporteur pour le budget des forces armées pour le Sénat, je suis très inquiète que nous n'ayons pas la loi de programmation militaire qui soit appliquée et qui permet l'augmentation assez conséquente du budget des armées dont nous avons absolument besoin. Donc voilà où nous sommes. Et ça c'est essentiel. Enfin, c'est la protection de notre pays. C'est des industriels qui ne seront pas payés. Madame la sénatrice, voilà, ce sont des choses concrètes. Je crois qu'il faut s'attacher au concret. Et Madame la sénatrice, arrêter de répondu à votre question tout à l'heure. Et donc, je n'ai jamais dit qu'il y a 3 cas de figure. En effet, nomination d'un nouveau Premier ministre, dissolution ou démission du président. Voilà, c'est les 3 scénarios qui sont possibles. Donc, je n'ai jamais dit autre chose que cela. Et lequel souhaitez-vous ? Sur les points... Pardon ? Lequel souhaitez-vous au Parti socialiste ? Comme le disait Olivier Faure à l'instant, si un nouveau Premier ministre est nommé, qui est dans mon camp politique, eh bien, nous assumerons nos responsabilités. Nous verrons ensuite comment cela peut s'organiser au Parlement, comme vient de le rappeler Olivier Faure, à savoir de trouver une majorité sur... Vous ne l'aurez pas, vous le savez pertinemment. Mais bon, écoutez, voilà, mais vous ne l'aurez pas non plus, donc on a un vrai sujet. C'est bien pour ça que je voulais revenir simplement sur 2 chiffres. En 2017, le déficit était à 3,2%. Il avait été baissé de 5,7 sous Nicolas Sarkozy. Donc la gauche au pouvoir n'est pas une gauche qui dépense, n'est pas une gauche qui qui crée de nouveaux impôts. C'est, je crois, un pouvoir qui essaye de trouver un équilibre à chaque fois, et je crois que nous l'avons prouvé. Pour la sécurité sociale, elle était à l'équilibre, monsieur le député, en 2017. Aujourd'hui, regardez le déficit de la sécurité sociale, et c'est pas d'un seul coup qu'il est arrivé des millions d'immigrés en France qui ont fait pression sur la sécurité sociale. C'est la façon dont ces gouvernements sous Emmanuel Macron ont géré la France depuis 2017. Voilà, je voulais simplement donner des chiffres qui sont de notoriété publique et qui font que on ne peut pas afficher à chaque fois un chiffon rouge, agiter un chiffon rouge en disant que la gauche au pouvoir, c'est la gauche dépensière. Que la dette a augmenté qu'en France. Oui, parce que là aussi, revenez quand même quelques années en arrière où LFI, Jean-Luc Mélenchon, bénéficiait d'un taux de popularité incroyablement élevé. Et donc, forcément, LFI s'imposait naturellement aux autres partis. À partir du moment qu'il y a eu ce rééquilibrage lors des dernières élections, notamment européennes, eh bien, les partis, on va dire, qui se retrouvent minoritaires, n'ont plus le même poids et dans les négociations ont bien évidemment d'autres demandes à faire et à obtenir. Mais finalement, on se retrouve plus dans une logique mathématique qu'idéologique, là.
Mathématiques, oui, mais vous savez, après tout, les élections, après, c'est mathématique. Hein. Quand vous regardez tout à l'heure, vous avez là ce fromage, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, qui est divisé Camembert. en parts. Un camembert, oui, bon, c'est un fromage pour moi. C'est pas comme C'est un fromage. Ça peut éventuellement troubler un peu les électeurs du Parti socialiste. Voilà. Et ben de dire que les différentes sections, en effet, font qu'on trouve une majorité ou pas. Donc, mais aujourd'hui, vous savez, en fait, le président Macron a réussi à casser énormément de choses. Bon, les corps intermédiaires, on a vu, il a cassé les partis. Il a cassé tellement de choses qu'on se retrouve aujourd'hui, en 2025, avec un paysage politique complètement éclaté. Et quand on vous parle en effet d'alliance et ainsi de suite, nous sommes tous en train de bidouiller, d'essayer de trouver des solutions finalement pour se dire que ce pays auquel nous croyons, qui a besoin d'avoir un peuple qui s'exprime, hein, c'est pas dissoudre le peuple, hein, c'est dissoudre l'Assemblée si besoin. Et le peuple s'exprime, il s'exprime comme il l'entend. On pense qu'il a peut-être raison ou qu'il a tort, mais il s'est exprimé. Et c'est cela qu'il faut respecter dans l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cet équilibre-là. Et donc, les uns et les autres essayent de se retrouver une part dans cet équilibre. Donc, tout le monde est sensibilisé sauf le Rassemblement national. Mais vous dites... Un mot, on est vraiment pris par le temps. Non, parce que ma collègue sénatrice socialiste dit ça du point de vue du Sénat, mais du point de vue de l'Assemblée nationale, les socialistes finalement font tout pour éviter la dissolution et semblent avoir peur. Olivier Faure vient de rappeler qu'ils sont largement prêts. peur. Oui, ils sont prêts aussi à aller à Matignon et à s'allier avec les macronistes, parce que vous tapiez sur Emmanuel Macron qui finalement a détruit le pays. C'est ce que vous disiez en quelques mots. Mais s'il est élu président de la République, c'est bien parce que les socialistes ont appelé et voté pour Emmanuel Macron en 2017, en 2022. Oui, parce qu'il n'avait pas le choix. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.